Donc, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est pour moi un grand honneur. J'étais très heureux que Guylaine mentionne un petit peu les naufragés de ces inondations-là, parce que ce matin, je vais dédier ma présentation à mon père, qui est un de ces naufragés-là, avec ma mère. Pas que leur maison est touchée par les inondations, mais que le chemin sur lequel il est impraticable en ce moment. Ce qui est un grave drame pour mon père, parce que mon père, qui est très fier d'avoir payé une deuxième hypothèque avec cette maison-là, vit en ce moment ses derniers jours. Et comme il doit être relocalisé, on a dû le relocaliser aux soins palliatifs, alors que ce n'est pas son souhait de mourir ailleurs qu'à la maison. Donc, cette notion du chez-soi que je travaille depuis quelques mois puis quelques années est très importante, puis elle prend tout son sens dans ces réalisations-là. Donc, à mon père, Simon-Pierre Grenier, c'est à lui que je dédie la présentation aujourd'hui. Pourquoi le logement devrait être au centre de nos préoccupations? Eh bien, le logement, c'est tout à la fois. Le logement, c'est une condition de notre santé, de notre bien-être. On le voit, là, on voit les nouvelles dans les journaux apparaître, le niveau de détresse psychologique des gens qui sont sortis de chez eux augmente. Okay? Mais le logement, on l'a vu avec mon père, c'est une alternative à l'institutionnalisation, à l'hospitalisation aussi. Si tu as un bon logement, un logement qui est adéquat, tu peux rester beaucoup plus longtemps chez toi, moins contracter de maladies, moins être à risque de. Le logement, c'est aussi un moyen de réduire les inégalités socio-économiques. Bénéficier de logements abordables, c'est pouvoir avoir une plus grande participation dans sa communauté. D'ailleurs, on va voir dans la négociation de compromis avec des partenaires financiers, des commerçants, souvent, c'est quelque chose que les acteurs vont employer. Vous savez, cette clientèle-là, c'est une clientèle captive. Elle va venir dépenser au centre-ville. Elle va faire vivre votre centre-ville. Elle va faire vivre vos commerces, comparativement à une clientèle qui est mobile, qui a des véhicules, qui peut se déplacer, qui va favoriser l'étalement urbain et les embouteillages. J'en ai pas trop à Val-d'Or, des embouteillages, mais un matin, je regardais ça, je trouvais ça original. Le logement social, c'est aussi du patrimoine collectif. Pourquoi je dis collectif? C'est qu'on en parle peu ici au Québec, mais vous avez mentionné un projet de réhabilitation d'anciens hôpitaux, d'anciennes écoles. Il va falloir commencer. Le Québec a une belle histoire maintenant, et on commence à avoir des bâtiments qu'on devrait préserver et sauvegarder. Partout dans le monde, quand je me promène, puis j'étudie le logement social, je rencontre de fantastiques projets où on a sauvé du patrimoine. Je pense entre autres à la ville de Lyon avec toutes les traboules qui ont sauvé sur la Croix-Rousse, qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont un patrimoine collectif, qu'on les a transformés en HLM. Donc, on peut sauvegarder du patrimoine plutôt que le démolir. C'est quelque chose qu'il faut penser au Québec. Mais surtout, le logement, c'est le pilier principal de la citoyenneté. Où vous votez, c'est votre adresse de résidence qu'il signifie. Donc, c'est bien important. Pas de logement, on vient de perdre une des trois assises principales de la citoyenneté. Donc, les trois assises sont le logement, l'emploi et des personnes pour être garant de sa personne. L'histoire du logement social, je fais un bout de chemin sur ce que Guylaine a dit, effectivement, ça fait un bon bout d'années que c'est commencé au Québec. On a commencé un petit peu plus tard, 67, 68, au Québec. Hein, on avait des gouvernements un petit peu plus frileux avant ça par rapport au logement social. Donc, on va rentrer à ce moment-là, puis effectivement, c'est pour vaincre une pénurie, une crise du logement. On fait des bons comme ça. Mais vous allez voir, ce n'est pas étranger au modèle de développement québécois dans le domaine du logement social. La deuxième étape, c'est 1975-90, avec l'essoufflement des initiatives publiques. À ce moment-là, c'est l'État qui prend en charge, c'est l'État qui construit. Et souvent, bon, ça donne par exemple, comme dans mon patelin d'origine, là, en Abitibi-Témiscamingue, on voit des HLM qui sont un peu perdus à l'extérieur des centres urbains. On se demande pourquoi. Bien, on est dans cette période-là de construction, hein, où c'est le député local qui dit là, ça prendrait un HLM. Donc, vraiment, on a une intervention massive, on a moins de concertation et il y a moins d'implication des locataires à l'intérieur de ces édifices-là. Okay? Ce qui apporte beaucoup de problèmes techniques dans l'historique de ces lieux-là. Donc, il y a tout un nouvel essor d'initiatives. Donc, les coopératives naissent à ce moment-là, parce qu'on veut vraiment que les citoyens, donc la naissance, le modèle québécois de coopération commence à prendre
son envol. Et grâce à Dieu, parce qu'en 1997, on va avoir l'arrêt des subventions fédérales sous le gouvernement de Paul Martin. On va aller couper complètement, en 1993, les subventions fédérales. Donc, il va falloir apprendre à se réinventer. Au Québec, on va se réinventer par différents programmes de logement social jusqu'à l'aboutissement en 1997 du fameux programme Accès-Logis. Accès-Logis, qui est un programme, on va y revenir tout à l'heure, mais qui est un programme de concertation. Un programme qui implique la SHQ comme entité gouvernementale, mais qui implique les municipalités, mais qui implique aussi des partenaires sociaux. Puis, on va arriver dans les années 2000, donc 2001, moi je le situe 2001 à 2009. Pourquoi je situe cette date-là plus précisément? C'est qu'on va travailler avec le programme Accès-Logis, mais on va voir une hybridation des formules locatives. Effectivement, on a parlé de résidence tout à l'heure. On voit progressivement une colonisation du logement social par des pratiques qui sont propres à l'hébergement. Mais il ne faut pas se leurrer. On s'adapte. Le domaine du logement social est fortement adaptatif. Avec une politique de non-institutionnalisation, de désinstitutionnalisation puis de maintien à domicile, il faut s'entendre que les clientèles qui sont dans les lieux locatifs ne sont plus les mêmes que déjà, nécessitent plus de besoins, plus d'accompagnement. Il faut que leur environnement soit adapté. Pour les personnes âgées, c'est presque rendu de la construction de la norme B2, de la norme hospitalière. Okay? Même si on cherche le risque zéro, ça n'existera jamais, le risque zéro, dans tous ces lieux-là, parce qu'on fait face à ça. On ne guérit plus à l'hôpital, on guérit chez soi, on guérit dans la communauté. C'est ce que le logement social offre comme potentialité. Et là, on arrive dans la 5e étape, on devra commencer à réécrire une nouvelle étape. C'est le soufflement du programme Accès-Logis. On passe du petit cahier des charges comme ça au cahier des charges comme ça, progressivement au cours des années d'opéralisation du programme. On a juste accepté cette année d'augmenter les subventions à la porte à un niveau plus acceptable, parce qu'on avait beau donner des unités, bien, ça ne créait pas, faute de pouvoir les financer correctement. Et puis, concurrentiellement à ça, on a toutes sortes de nouveaux modes locatifs qui arrivent, donc les PSL, le programme de soutien au logis, et toute la guerre avec les programmes de logement d'abord qui sont là. Vous allez voir, je ne suis pas le gars qui va les rejeter de prime abord, mais ça fait partie de l'environnement, environnement dans lequel il faut conjuguer avec tous les acteurs en présence. Donc, le modèle québécois de logement social et communautaire repose sur la négociation et le compromis. OK? Donc, il y a différents types d'acteurs, il y a plusieurs types d'acteurs. Et c'est sa force et son unicité dans le monde. Souvent, quand je vais me promener, mettons, je vais aller en Suisse, ce sont les cantons qui sont responsables du logement social. Les cantons vont décréter des logements sociaux puis souvent, ils ne vont même pas les acheter, ils vont faire des locations à long terme, donc centenaires, et ils vont mettre des logements sociaux à l'intérieur de ces lieux-là. Parce qu'en Suisse, là, 80% des gens sont locataires. Il y a seulement 20% de propriétaires. Donc, tout le monde est locataire, puis personne ne paye son hypothèque jusqu'au bout à cause d'une règle fiscale qui est obscure pour moi, mais ce qui fait que les banques détiennent tout. C'est très compliqué. Beaucoup plus compliqué qu'au Québec. Mais bref, si ce n'est pas l'État, ce sont des associations. Et dans ce cas-là, en Europe, les associations sont plus souvent qu'autrement caritatives. Donc, c'est souvent des communautés religieuses qui sont à l'arrière de ça qui vont construire. Le mouvement québécois, c'est un mouvement de compromis, de négociation. Alors, en arrière de tous les projets, on a, comme je le dis toujours, plusieurs acteurs. Donc, chaque projet prend une couleur différente. À tel point que je m'amuse souvent en me promenant à Montréal ou dans d'autres villes que je visite, à montrer à ma femme puis mes filles, regarde, ici, c'est des logements sociaux. Regarde, ici, c'est une nouvelle habitation. Puis là, ils disent, papa, comment tu sais ça? Je ne le sais pas parce que je suis allé voir, m'informer sur Internet avant, puis j'ai pris les adresses en note, parce qu'on ne peut pas les différencier des appartements dans le quartier. Souvent, même, ils ont l'air plus beaux que les appartements environnement. Donc, il y a quelque chose qui est unique et quelque chose qui différencie des fameuses constructions du début des années 70 HLM qui étaient tous pareils les unes à côté des autres. Donc, lorsqu'on parle du modèle unique, comment ça se produit? Il y a d'abord l'émergence d'un projet de logement social. Les promoteurs vont se rencontrer et il y a le rejet d'une situation, le rejet de manque de logement, des projets inadaptés aux nouvelles clientèles. Et on va aller chercher des nouvelles formes résidentielles. Dépendamment des acteurs qui sont en présence, souvent, ils vont essayer de copier des modèles qu'ils connaissent, okay, qu'ils ont vu dans l'autre ville à côté ou qu'ils ont vu dans la même ville, mais à côté.
OK? Ça, c'est très, très classique. Ce qu'on appelle dans la recherche path dependency, la dépendance au sentier. La fameuse capacité qu'on a de toujours répéter la même chose. Mais rapidement, à force des pressions de l'environnement et tout ça, on va avoir une première concertation qui va se faire, puis on va créer des nouveaux projets où on va réviser la première idée émergente, puis où on va aller expérimenter de nouvelles formes résidentielles. OK? L'idée, ça peut être une nouvelle idée, mais ça peut être une idée qui était ailleurs, mais on va l'apporter sur la chose. Donc, on est déjà dans la discussion. Les partenaires et les bailleurs de fonds vont accepter ce projet-là. Et parce qu'il va avoir été remodelé en fonction des différentes règles en vigueur. Autant pour les bailleurs de fonds que pour les promoteurs, que pour les gens de la SHQ. Donc, c'est vraiment dans la concertation, dans ce triangle-là, dans cette force régulatrice-là qu'on va voir ça. Comme je dis souvent, on part tout le temps avec l'idée d'un beau grand 4,5 avec des balcons de chaque côté bien éclairés. Puis on finit souvent avec un petit 3,5, pas de balcon, puis avec un jeu de peinture faire semblant que c'est grand. Mais ça correspond aux règles en vigueur et à la négociation du compromis entre les différents acteurs. Donc, ce qui est le fun aussi, c'est que dans les recherches montre un paradoxe intéressant lorsqu'on parle de projet. Il y a une absence de conditions de succès au départ de chaque projet de logement social. C'est weird, hein? Mais dans toutes les entrevues qu'on a faites, quand on fait des monographies sur des projets, ça tombe toujours sur une absence de conditions de succès. Mais c'est pas fou, parce que de la nécessité naît la nouvelle idée de logement social. Et c'est là où ce que les acteurs peuvent commencer à discuter. Okay? Donc, préalablement, si on demande à un économiste est-ce que ce projet-là est viable ou pas, la réponse va être non, parce qu'à l'idée d'origine, c'est non. OK? Mais après le travail de mobilisation et d'innovation sociale, on va faire émerger le projet. Ça, c'est la richesse du modèle québécois. Chaque projet de logement social entraîne avec lui une transformation des acteurs et de leur environnement. Par la transformation, on appelle vraiment la création d'un espace de communauté, un espace de dialogue. Souvent, les gens, ils ne sont pas habitués de dialoguer ensemble. Okay? Un espace de dialogue, c'est mettre un projet de logement social pour itinérants en plein cœur du centre-ville de Val-d'Or, dans un ancien bar mythique qu'on entend dans toutes les chansons de Desjardins, puis de dire, on va faire du logement social là. Des pauvres au centre-ville. Création d'un espace de dialogue, des pauvres, mais qui vont avoir de l'argent, qui vont dépenser. Hein? On va changer la nature même du lieu pour en faire quelque chose de plus positif. Création d'un leadership aussi. Donc, on l'a vu, la ville de Longueuil, tout à l'heure, quand elle est venue présenter, elle dit, je prends mon leadership comme ville. Ce n'est pas toutes les villes qui ont ce leadership-là. Mais il y a la création d'un leadership, des gens qui se prennent en main, qui prennent en main la transformation de leur communauté, la transformation de leur habitat. C'est un partenariat aussi qui passe par l'action. Là, on va sortir des groupes de pression. On veut plus de logement social, on veut abattre les propriétaires véreux. Non, c'est un partenariat qui passe par l'action, qui passe par la concrétisation de briques et de béton. Il y a une logique structurante qui vient structurer les débats. Ça, il faut le retenir aussi. Okay? On n'est pas juste dans la magie. C'est sûr qu'on pourrait rêver d'un édifice avec un toit vert à Val-d'Or puis une serre. Mais c'est quand même Val-d'Or. Je vous rappelle qu'il reste encore 2 pieds de neige au sol là-bas. Donc, peut-être d'autres choses qui sont plus importantes dans la concrétisation de notre projet que le toit vert. Création d'une rencontre du social, du politique et de l'économique. Je pense à mes étudiants dans un cours d'intervention collective qui ont aidé la maison de la famille à aller se trouver un nouveau local. Mais un nouveau local avec des appartements autour pour des mères qui sont défavorisées. Quand je parle d'une rencontre du social, mes étudiants en travail social, du politique qui suivait les députés locaux, puis le maire de Val-d'Or était entièrement derrière ce projet-là. On voyait qu'il y avait une nécessité puis une difficulté pour l'organisme et de l'économique. Mais comment financer l'achat d'un tel édifice, d'une telle maison? Et c'est en faisant écrire à des mères qui bénéficient des services de la maison de la famille, des mères qui sont elles-mêmes les femmes de mineurs, puis en allant voir l'industrie minière, puis en disant « on a besoin de vous ». Une rencontre de l'économique.
Alors, comme projet de fin de session dans leur cours, ils auront acheté une maison, un projet qui est au-delà du million de dollars pour la maison de la famille. Je pense qu'ils méritent seulement un A+. En bout de ligne, c'est une communauté qui devient donc actrice de son propre développement. Les projets partent toujours de solidarité préexistante. D'ailleurs, c'est un peu la difficulté. Il y a des lieux qui auraient besoin énormément de logements sociaux, mais les solidarités nécessaires à l'établissement de tels projets ne sont pas là. C'est difficile. Les projets, ils vont toujours produire des tensions. Le NIMBY, le phénomène « not in my backyard », pas dans ma cour, est toujours présent, toujours à expliquer. Mais comme ce n'est pas des projets qui sont uniquement idéologiques, on peut les surpasser. Le projet est à la fois tributaire et transformateur de l'identité régionale. À l'intérieur du projet, on verra les acteurs individuels et organisationnels changer de point de vue. Effectivement, quand on transige avec Eldorado Mine, leur première idée de ce que c'est un logement social est assez floue. À part un HLM, puis encore une fois, ils ne savent pas vraiment ce que c'est un HLM, mais suite à des discussions, des explications, leur mentalité sur le sujet bouge. Et la nôtre aussi. Moi, j'étais très intéressé de voir à quel point ils disaient à mes étudiantes, Eldorado Mine, non, ça, c'est pas beau, là. Là, quand même, c'est des 3,5 pour des femmes monoparentales, ça ne va pas. Ça prend au moins des 4,5, là, puis ça prend de la lumière, il n'y en a pas de lumière. Donc, le registre économique, le registre de ce qui est bien ou pas bien, était au-delà de nos espoirs. Donc, il y a une transformation même de la pensée des acteurs, des acteurs de la maison de la famille, qui ça fait des années qu'ils tirent la chandelle par les deux bouts pour arriver à la fin d'année. C'est sûr que leurs besoins, dans ce cas-là, sont vus de façon très, très petite. On avait un acteur qui disait « Non, moi, j'ai des moyens pour que tu aies des besoins plus larges. On va aller plus largement là-dedans. » La territoire, c'est le support et la finalité. Il faut faire attention parce que les territoires, en ce moment, puis les groupes de ressources techniques doivent le savoir, ne sont pas équivalents. On a des territoires municipaux, donc la ville a une bonne idée de c'est quoi son territoire, mais on a maintenant les 6 qui ont dans le nôtre, il y a 7 heures de décalage de route entre le point opposé des 2 points de service les plus loin en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on essaie de convaincre le domaine de la santé, mais quel est ce domaine de la santé? On ne sait plus. Donc, les territoires ne sont plus les mêmes et où on met un projet, ça devient compliqué. Toute la question du partage aussi de l'espace urbain, de la cohabitation citoyenne est aussi un autre enjeu qui est assez compliqué. Il y a toujours un urbaniste en quelque part pour t'offrir un beau terrain dans le bout de la ville pour finir un aqueduc. Il faut toujours se méfier de ce genre de géographie-là. Et il y a aussi tous les compromis qu'on doit avoir sur le projet communautaire. Donc, on a de l'aide qui suit, mais le support communautaire, on s'en rend compte, à cause de l'hybridation qu'il y a eu, est de plus en plus importante, mais encore délaissée. Et fortement délaissée dans tous les modèles, pas juste dans le modèle de logement social et communautaire, mais lorsqu'on parle de Housing First, le point faible, c'est aussi le support communautaire, qu'on a de la difficulté à bien définir, puis à bien articuler et à bien financer. Donc, quand on travaille avec les 6, il faut bien articuler nos connaissances sur le projet de logement social, les collaborations à l'externe et à l'interne avec eux. C'est souvent très mal compris. On part avec une prémisse qu'ils connaissent ce que c'est le logement social, mais pour avoir fait un bref sondage parmi mes ex-étudiants en Abitibi-Témiscamingue, je me suis rendu compte que même eux, ceux qui pratiquent dans le réseau de la santé, c'est à peine le tiers qui sont au courant de ce que c'est un logement social. Dans la plupart des cas, moins de 10 % plaçaient leurs personnes démunies sur des listes d'attente pour obtenir un HLM, ce qui devrait être un réflexe ultime pour pouvoir les aider à mieux vivre. Mais donc, c'est très, très difficile. Dernier élément dans notre modèle, quand on fait des monographies, encore une fois, sur les projets de logement social, il y a des promoteurs. On passe tout le temps, on se dit toujours, c'est un groupe, on parle ici de grandes fédérations, de grandes entités. Mais en arrière de tout ce travail-là, il y a des hommes et des femmes qui sont hors du commun, qui sont capables de faire émerger, de mettre en place de nouvelles combinaisons de facteurs et de conditions qui favorisent l'émergence des projets. Ils sont capables d'être des leaders qui sont démocratiques, qui sont capables de forcer des nouvelles pratiques dans des environnements qui sont parfois hostiles à leurs idées. C'est lui qui est capable de négocier des ententes entre les différents partenaires et de coopérer avec eux. C'est ça le plus dur. Et derrière tous les projets de logement social au Québec, il y a de ces promoteurs-là. Plusieurs d'entre eux seront des bénévoles acharnés qu'il va falloir un jour reconnaître à leur juste valeur
et les aider un peu dans leur travail de mobilisation et de concertation. Parce que ça prend un certain talent, une certaine patience avec un temps d'attente d'à peu près 10 ans entre l'idée d'origine et la réalisation d'un projet. Ça commence à prendre du temps. OK? Donc, il y a tout ça. Voilà, en gros, le modèle québécois de logement social et communautaire. Mais aujourd'hui, ça va nous prendre le courage de changer les choses pour conserver le caractère collectif des projets de logement social. Parce que l'histoire n'est pas encore terminée. L'histoire est un point tournant, un point charnière, selon mes estimations. Tout est en place pour voir des modifications. Dans les dernières années, on a eu des tentatives de modifications qui ont achoppé du programme Axologie. Je pense que dans les prochaines années, on devrait avoir une concrétisation de ça. Les subventions au projet doivent suivre l'évolution des coûts de marché. Okay? Ça, c'est la première chose. On a eu un rattrapage, mais je pense qu'il n'est pas suffisant encore. Okay? Il faut aussi, peut-être que ça, c'est une responsabilité plus fédérale que provinciale, mais des fonds de démarrage au projet. En fait, c'est le fameux premier 100 000 $ que quelqu'un met qui contribue au projet qui est important. Après ça, les autres donateurs suivent. Mais ça prend un courageux, une courageuse, une municipalité, un groupe qui va donner ce premier fonds de démarrage-là. Mais si on en avait un d'accessible, un sur lequel on pourrait appliquer pour lancer nos projets, ça serait génial. Il faut mettre à jour le programme Axologie. Moi, j'ai rêvé et je rêve encore d'une harmonisation entre la Régie du logement et le programme Axologie. D'un programme qui serait proactif justement pour balancer notre marché locatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, ce serait le fun de pouvoir concerter nos efforts, comme à la Ville de Montréal, ou peut-être même à Val-d'Or, que ça fait la 12e année de crise du logement, qu'on est en bas de 3 %, et de donner massivement les unités dans ces milieux-là, pour pouvoir concerter nos efforts dans les milieux où il y a vraiment une problématique de marché. Par contre, si c'était comme dans les années 2000 à Val-d'Or, avec un taux d'inoccupation de 12 %, oh grand Dieu, ne faites pas de logement social dans ce coin-là. Ça serait venir nuire aux propriétaires. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être favoriser un investissement, mais plus en termes de PSL, parce que s'il n'y a pas de crise du logement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise de l'habitation. Il peut y avoir absence de crise du logement, mais il peut y avoir une crise de l'abordabilité. On le voit dans des grandes villes qui n'ont pas investi en logement social, comme Toronto ou Vancouver. Il y a des logements vacants, mais ils sont tellement dispendieux que les gens n'ont même pas les moyens d'y résider. Donc ça, ce n'est pas une crise de logement, c'est une crise de l'abordabilité. Dans ce cas-là, il faut penser à aller subventionner les gens pour qu'ils puissent occuper des lieux. OK? Et donc, ça implique de faire une certaine place à des logiques qui sont propres au logement d'abord. On ne peut pas le rejeter du revers de la main. Comme chercheur, je suis obligé, de par les études qui sont publiées, de dire qu'il y a une efficacité à ces projets-là. Mais ils ne sont pas parfaits. Comme le logement n'est pas parfait, le logement social et communautaire n'a jamais eu la prétention d'être parfait non plus. OK? Mais il faut leur faire une place dans notre stratégie collective de donner un toit sur la tête à tout le monde. On pourrait aussi penser à obliger les villes et municipalités à investir dans le logement social et communautaire. Puis là, je pense que toutes les villes devraient avoir l'obligation de mettre un pourcentage de leur budget annuel dans un fonds consacré au logement social et communautaire. Si dans leur municipalité, comme à Val-d'Or, ils ont des projets, ils peuvent attribuer ces fonds-là aux projets qui sont en cours. S'ils n'en ont pas, puis ils ne désirent pas en faire, ça, ce serait l'astuce, on le transfère au Fonds consolidé québécois, puis on le répartit dans les autres municipalités qui, elles, sont proactives là-dedans. Vous voyez l'effet d'entraînement. Tu ne veux pas en faire, bien, tu vas en payer pour les autres. Structurer les lois pour qu'elles puissent favoriser l'émergence de nouveaux projets de logements sociaux. Commençons par la dernière qui m'a horrifié dans les dernières années, les biens du crime. On a une loi sur la saisie des biens du crime au Québec. C'est génial. Alors, lorsqu'un bâtiment est saisi, dans le cadre de ça, on peut le vendre, distribuer les fruits de la vente de cet immeuble-là aux organismes communautaires qui luttent contre le crime. On peut le donner au service d'incendie de la ville pour qu'il y mène des exercices de feu. Fourrer le feu dedans. Mais on ne peut pas le céder à des promoteurs de logement social qui voudraient le convertir en logement. Ce n'est pas dans la loi. Ça me prend 2 virgules puis le logement social dans le milieu, puis on transformerait la loi. Voici un exemple législatif simple à changer. Et ça nous donnerait un
paquet de blocs qui sont là. Mais on pourrait aller plus loin. Dans certaines municipalités, ce qui préoccupe beaucoup les gens, surtout quand on est dans une crise du logement, c'est tous les cas d'insalubrité. Bien sûr, moi, il y a un line-up pour louer mon appart, je ne le rénove pas, ça ne sert à rien, je n'investis pas dedans, il est loué de toute façon. Et donc, on a les cas d'insalubrité qui augmentent. Bien, je pense que les municipalités pourraient avoir comme droit législatif à un certain moment de saisir ces bâtiments-là dans le but de les reconvertir en logement social et communautaire. Je me souviens de maisons de chambre à Montréal qui étaient dans des états vétus et désuets, qu'on a convertis en maisons de chambre par la suite et qui maintenant logent encore des populations qui sont vulnérables et démunies, mais au moins dans des conditions qui sont acceptables. Donc, on pourrait faire ça sur un plan québécois. Donc, c'est toutes ces petites lois-là qui sont à penser et à harmoniser ensemble pour favoriser le chemin au logement social et qui sont simples à faire. Mais aujourd'hui, c'est la journée pour le rêver. Alors, je vous souhaite une belle journée entre vous puis de trouver des solutions à tous ces enjeux-là.